Alors la troisième table ronde va nous permettre de parler de perspectives, puisque cette filière équine, on a bien vu qu'elle avait évolué et qu'elle allait continuer de le faire. Il y a toute une dynamique, perspective et ambition pour la filière équine. Et en introduction, avec Florence Méa, nous allons justement parler de cette filière équine à horizon 2030. Plusieurs scénarios sont à envisager. Florence nous les présente. Merci de m'avoir invité pour présenter donc les résultats maintenant déjà un petit peu anciens de cette analyse prospective de la filière équine qui a été conduite donc entre 2010 et 2012. On a fait la journée de restitution en octobre 2012. Ce travail a été conduit en partenariat entre l'équipe INRA spécialisée en prospective, en études prospectives, et puis l'IFCE. En amont du travail, il a fallu définir le périmètre de l'étude. Donc, on s'est placé à une réflexion à 20 ans. C'est ni très long, ni très court. Enfin, c'est ce que l'INRA a considéré comme étant le bon temps pour ouvrir la réflexion. Et puis, comme nous ont dit beaucoup des personnes auditionnées, dans 20 ans, je serai peut-être plus là, donc ça décrispe la réflexion. Nous avons fait le choix également de considérer l'ensemble de la filière, sans exclure aucun des segments. On en a parlé aujourd'hui beaucoup. On a le secteur des courses, le secteur des centres équestres, du sport, du loisir, du cheval de trait, de travail, de la viande. On a fait le choix d'intégrer l'ensemble de la filière dans cette analyse prospective. Quand on a fait ce choix-là, mes collègues de l'INRA m'ont dit « Ok pour intégrer l'ensemble des segments, mais il faut que vous nous prouviez qu'il y a un moteur commun à cette filière. Si vous voulez qu'on l'appelle filière, il faut qu'il y ait un moteur commun. » Alors j'ai bien réfléchi parce que moi, mon job dans l'analyse prospective, donc l'INRA apportait la technique d'analyse prospective, et puis nous, à l'IFCE, on apportait la connaissance de la filière, la connaissance technique, je dirais. J'ai bien réfléchi, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un entraîneur de chevaux de course et un éleveur de chevaux de trait ou un débardeur à cheval? C'est pas évident, ou un amateur éclairé qui a envie d'élever pour son plaisir. Et après réflexion, j'ai dit, le moteur commun, c'est la passion qu'il a pour son cheval. C'est qu'ils sont tous capables de passer toute la journée dehors sous la pluie en étant contents quand même, et que donc ils ont cette même énergie au service du cheval. Alors là, mes collègues de l'INRA ont dit oui, ok, on peut considérer ça comme un moteur commun. Néanmoins, ça peut quand même être source de certains problèmes. Dans les filières classiques, le moteur commun, c'est quand même plutôt la rentabilité économique, le progrès scientifique. Enfin bon, ce sont des choses un peu plus cartésiennes qu'une passion commune. Mais enfin, ils ont accepté de considérer que c'était un moteur commun acceptable. On a également fait le choix de limiter l'étude au champ franco-français. Donc on a effectivement regardé aussi l'impact de la réglementation et du côté juridique au niveau européen, mais on n'a regardé que les caractéristiques de la France. Et puis on s'est attaché à regarder quels étaient les enjeux, les évolutions donc, de cette filière. Alors, on a utilisé la méthode des scénarios, qui est une méthode tout à fait classique en analyse prospective. On a constitué un groupe de travail composé de 16 personnes, qu'on a réuni une fois par mois ou par mois et demi pendant 18 mois. Donc, c'était quand même une participation conséquente. Et on a auditionné 62 personnes. À titre d'exemple, quand ils avaient conduit l'analyse prospective de la filière avicole, ils en avaient auditionné 15. Parce que, une fois que vous avez auditionné un directeur de couvoir, vous les avez tous entendus. Voilà. Donc là, 62, ça leur a paru énorme. Et puis, on a conduit 3 ateliers en région pour illustrer les déclinaisons régionales des différents scénarios, en Île-de-France, en Languedoc-Roussillon et en Normandie. Bon, vous imaginez bien que donc, l'Île-de-France, on en a parlé avec Maison Lafitte. Languedoc-Roussillon, c'est plutôt le côté cheval ancré dans le territoire, la fête avec les chevaux, etc. Et puis la Normandie, la région classique, traditionnelle d'élevage, le berceau du cheval de sport. Et donc, au bout de 2 ans, nous avons écrit, mais vraiment collectivement, parce que
le groupe de travail, les personnes auditionnées. À chaque fois, on a avancé et on a fini par rédiger donc 4 scénarios qui sont des scénarios volontairement, je dirais, alors on peut les appeler contrastés si on veut avoir un langage correct, mais on peut les appeler caricaturaux si on veut. L'idée de ces scénarios, c'est d'éclairer la décision. C'est pas de dire en 2030, la France du cheval sera comme ça. C'est de dire voilà les tendances, voilà les points de rupture. Et possiblement, on a écrit donc 4 histoires cohérentes, très différentes les unes des autres. Le premier, alors vous pouvez retrouver le rapport complet sur le site de l'INRA. Il y a également un petit document en 4 pages qui est assez synthétique et qui raconte tout ça. Voilà, mais enfin, je vais vous le raconter un petit peu plus rapidement. Le premier scénario, il s'appelle « Tous à cheval ». Donc, c'est, je dirais, la tendance, au moins qui était encore en cours en 2012, d'une augmentation de l'offre du marché des loisirs. Donc une offre de plus en plus diversifiée, de plus en plus segmentée. On peut, Monsieur Sodor disait tout à l'heure qu'il avait appris à monter à cheval quand il était jeune, mais maintenant on n'apprend pas à monter à cheval quand on a 10 ans ou 12 ans, on peut monter à cheval quand on a 1 an et demi. Et puis on peut monter à cheval jusqu'à 80, 90 ans sans problème. Donc une offre diversifiée, segmentée, inscrite dans le marché des loisirs, dans un contexte économique et social qui permet, je dirais, aux familles d'avoir un budget loisir conséquent. Le scénario 2, le contexte est celui de la crise. Alors la crise qui a un impact ou qui n'a pas d'impact, on a considéré que dans le scénario 2, elle avait un impact sur le budget loisir. Et donc on l'a appelé le cheval des élites. Des usages restreints du cheval pour des clients amateurs, fortunés, donc qui pratiquent une équitation sportive plutôt de haut niveau, mais avec des conséquences... c'est pas l'activité de tout le monde. Hein. Le troisième scénario se place dans un contexte où la qualité de vie dans la société est prioritaire. On l'a appelé le cheval citoyen. C'est l'illustration de la reconnaissance et de la valorisation des bénéfices tirés du lien homme-animal au service de l'action collective. Donc le cheval citoyen, c'est beaucoup de chevaux en ville, du travail, des voitures hippomobiles pour emmener les enfants à l'école, du cheval médiateur, du cheval acteur de réinsertion, du cheval dans les prisons, du cheval pour tous, dans la vie quotidienne, dans la ville, mais véritablement pour tous les citoyens. Le quatrième scénario, on l'a intitulé le cheval compagnon. C'est la montée en puissance des préoccupations de bien-être animal et, je dirais, décliné alors sous 2 volets. Un côté durcissement de la réglementation qui peut aller jusqu'à bloquer certaines activités. Les courses, le cross pourraient aller jusqu'à être interdits au motif de respecter le bien-être animal. Et puis d'un autre côté, on peut, et ça commence à exister maintenant dans certains centres équestres, le côté prendre soin, c'est-à-dire on s'occupe de son cheval, on ne monte pas forcément dessus, mais on vient, on le brosse, on le promène, on le fait marcher, on est à côté de lui, on passe du temps avec lui, et ça peut être une prestation offerte par un centre équestre. Alors, quels enseignements transversaux peut-on tirer de ces scénarios ? Donc, en matière d'usage du cheval, on voit bien qu'au travers de ces 4 scénarios, les usages peuvent être différents. Tous à cheval, donc c'est vraiment un usage prioritaire de loisirs. Le cheval des élites, c'est plutôt un usage performance, haut niveau. Le cheval citoyen, cheval de travail, proche de tous dans la ville. Et le cheval compagnon, un usage différent de ce qu'on connaît majoritairement, mais véritablement un compagnon. En matière d'effectifs de chevaux, chacun de ces 4 scénarios, évidemment, conduit à des nombres de chevaux nécessaires très différents. On avait chiffré, par exemple, que dans le scénario « Tous à cheval »,
on imaginait un doublement de la population de chevaux. Alors vous avez dit qu'entre ce matin et cet après-midi, la population avait déjà doublé, mais on passerait d'après les chiffres qu'on avait utilisés, de 1 million qu'on avait déjà pris en considération donc à ce moment-là, à 2 millions de chevaux. Dans le cheval des élites, on imaginait une division par 2 du nombre d'équidés. Et puis, cheval citoyen, une stabilité, et cheval compagnon, plutôt un vieillissement de la pyramide, vieillissement de la population de chevaux, avec des fluctuations du nombre. En matière de localisation et de positionnement, là encore, les scénarios montrent des évolutions différentes. Tous à cheval, on peut imaginer que tout le territoire national est couvert de chevaux. Le cheval des élites, on imagine que les chevaux sont présents dans les endroits où les gens ont des revenus plus importants ou dans les zones de villégiature, la Normandie, Deauville, la côte sud de la France et puis l'Île-de-France. Le cheval citoyen, comme le scénario tous à cheval, on peut imaginer qu'il y en aurait partout. Et le cheval compagnon aurait besoin sans doute de plus d'espace vert, donc sortirait plus des villes. Parmi les enseignements transversaux des scénarios, il nous a paru intéressant de regarder ce qu'il en était des relations sociales entre les acteurs et de l'évolution de la relation homme-animal. Les différents types de chevaux également à produire sont à faire évoluer en fonction de ces scénarios. Le contenu des emplois évolue également. Xavier a montré des courbes. Dans le scénario tous à cheval, on imagine qu'on a besoin de plus de salariés dans les centres équestres. Dans le cheval des élites, on avait imaginé une baisse du nombre de salariés et une augmentation du nombre de coachs qui pouvaient se déplacer d'une écurie à l'autre, simplement pour illustrer ces propos. Parmi les questions transversales émergentes, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, celle de l'efficacité économique de l'ensemble de la filière. Il nous semblait déjà en 2012 très important de réfléchir et de s'organiser pour faire baisser les coûts de production, à la fois en élevage, mais également au niveau des centres équestres, de l'ensemble des activités. L'organisation des entreprises est également amenée à évoluer. On avait fait un focus, par exemple, sur le nombre d'hippodromes, selon les différentes évolutions, à la fois du marché et puis de la réglementation. Les questions sociales, également, ont été l'objet d'un approfondissement particulier, notamment la féminisation de la profession. Le travail, notamment de l'AD, par exemple, dans les écuries de course, c'est l'objet d'une réflexion. Il y a de plus en plus de femmes qui se dirigent vers ce travail-là. Elles sont plutôt appréciées par les entraîneurs. Néanmoins, elles ont une force physique qui est quand même moindre. Donc ça demande, Monsieur Crépon a l'air d'être d'accord, ça demande une organisation du travail différente et une prise en compte. Les questions de recherche également, qui sont soulevées. Donc, j'ai évoqué la question de la relation homme-cheval, qui est actuellement d'ailleurs, depuis 2012, qui a pris, je dirais, beaucoup d'envergure dans les programmes de recherche. Le bien-être animal, la sécurité à la fois des utilisateurs et des chevaux dans la pratique sportive. Les questions environnementales dont vous avez parlé tout à l'heure, la concurrence au niveau du foncier, alors que ce soit avec l'urbanisation ou avec les autres pratiques agricoles. Tout ça sont des questions, effectivement, qui sont fortement impactées par l'évolution selon l'un ou l'autre des scénarios. La question de la biodiversité, notamment pour les races de chevaux de trait, on a vu une forte diminution de la production de chevaux de trait. Et alors autant dans le scénario 3 du cheval citoyen, où on imagine qu'on a besoin d'une diversité de chevaux et surtout d'un nombre de chevaux aptes au travail, la question de leur survie ne se pose pas. Mais dans le cheval des élites, quid du cheval de trait et quelle est sa présence dans le paysage? Le cheval présente des
des points positifs quant à l'utilisation des espaces en herbe par rapport aux autres herbivores, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il a plutôt des avantages. Et donc, il est privilégié pour entretenir les espaces en herbe. En matière de santé, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc les questions de bien-être animal, de médicalisation, vous en avez parlé avec le vieillissement des chevaux et l'allongement de leur vie et les problèmes particuliers de la fin de vie. Et puis, l'adaptation des chevaux à l'usage, donc des questions de recherche, de caractérisation précoce, d'utilisation des outils modernes de la génétique comme les outils de la génomique, qui deviennent importantes si on veut aller dans le sens de la réduction des coûts de production et d'une meilleure adaptation des chevaux à l'usage dont on a besoin. En matière, donc, spécifiquement des questions de recherche, la chose qu'on avait mise en évidence en 2012, c'est qu'il y avait déjà énormément de connaissances nouvelles qui avaient été produites par les chercheurs, et il y avait un gros défaut de transfert de ces connaissances vers les acteurs de terrain. Donc ça a fait partie depuis 2012 des missions modifiées, je dirais, du nouvel IFCE, qui a vraiment mis l'accent en nommant une dizaine d'ingénieurs de développement pour vraiment utiliser les connaissances acquises par la recherche et les amener au plus près des acteurs de terrain, que ce soit en matière de bien-être animal, de sociologie, de marketing stratégique, de génétique, et j'en oublie sans doute. Quelles sont, à la lumière de ces 4 scénarios, les perspectives pour l'action publique, puisqu'on parle de politique et de politique agricole, en matière de politique publique? Alors, je distinguerai trois niveaux de politique, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, et puis à l'échelle des collectivités territoriales. À l'échelle de l'Europe, la politique agricole commune, donc revisitée 2014-2020, accorde au cheval le statut de ressource pour le développement rural durable. Donc ça, c'est quand même plutôt un atout, un avantage qu'il faut préserver et transformer, faire fructifier, je dirais. On a beaucoup parlé de fiscalité, donc je ne vais pas y revenir. La tendance est quand même plutôt à la hausse de la fiscalité et à l'harmonisation de la fiscalité entre les différents pays européens. Ça pose tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. En matière de réglementation, on a un durcissement de la réglementation concernant le transport des animaux, l'identification, la traçabilité. On a vu les problèmes de crise de viande du cheval. La réglementation également en matière de bien-être animal. Ça, c'est pour le volet européen. En France, à l'échelle donc nationale, on peut considérer, je pense sans abuser, qu'au cours des 10 dernières années, on a vu une évolution très rapide de la politique nationale en matière de cheval, avec une réforme, je dirais, sans précédent, qui est l'arrêt de l'étalonnage public. L'État français était quand même le premier propriétaire d'étalons au monde en matière d'effectifs. Et en moins de 10 ans, cette activité-là s'est totalement arrêtée. Donc ça a quand même créé un bouleversement à la fois dans les haras nationaux, mais aussi des répercussions sur l'ensemble de la filière. Et l'IFCE, donc, qui est le bras armé, je dirais, de la politique publique, s'est recentré sur les questions de formation, de transfert de connaissances peut-être plus récemment, et de participation à la structuration de la recherche avec un conseil scientifique qui rassemble l'ensemble des acteurs concernés de la filière. Et il est passé d'une position de prescripteur à un objectif qui est celui d'être un lieu de débat collectif pour débattre des questions de la filière. Son objectif de base, c'est créer de la valeur ajoutée, développer les usages du cheval, favoriser le rayonnement de la France en favorisant l'export. Et voilà, j'espère que cette évolution est utile au collectif de la filière. Le troisième point, c'est à l'échelle des collectivités territoriales, la politique du cheval à l'échelle des collectivités territoriales. Elles sont amenées, je dirais, de plus en plus à jouer un rôle d'appui, de financement dans leurs différents domaines de compétences qui concernent le cheval, que ce soit le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle,
la protection du patrimoine, l'aide sociale, la culture, le tourisme. On voit que le cheval, dans tous ces secteurs-là, peut trouver une place. Alors souvent, les collectivités territoriales ne font pas la mise en œuvre elles-mêmes directe des projets, mais contractualisent avec un réseau d'acteurs. Et c'est le cas notamment donc, dans le cheval citoyen ou bien le scénario Tous à cheval. Toutes ces évolutions donc, qu'on a pu décrire demandent et participent en même temps à la rénovation de la gouvernance de la filière, vers une meilleure structuration collective entre l'amont et l'aval. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure au travers de la fiscalité, mais je pense que cette structuration collective, elle est nécessaire dans tous les domaines. Et l'analyse prospective que nous avons conduite et la journée d'aujourd'hui en sont des exemples marquants. Alors, quid de l'évolution des maisons mères, de leur renforcement d'activité, la création, alors après on peut faire des projets, la création d'une interprofession, et on peut considérer que la filière évolue doucement vers un schéma plus classique agricole. Parmi les choses que j'ai vues évoluer depuis 2012 par rapport donc, aux conclusions de l'analyse prospective, je pense que la montée en puissance des questions de bien-être animal est vraiment spectaculaire. Enfin, en 2012, on en avait parlé, ça commençait à arriver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est omniprésent, quel que soit d'ailleurs dans le cheval, mais pas que dans le cheval. Mais c'est, pour moi, la chose qui a le plus bougé et évolué, c'est vraiment celle-là. Également, une prise en considération peut-être aussi plus importante des questions sanitaires, traçabilité, potentialité d'une crise sanitaire et comment lutter contre. Voilà. Je pense que cette analyse prospective a posé une pierre sur le chemin d'une construction collective, d'une stratégie pour la filière cheval réunie, et qu'une journée comme celle d'aujourd'hui poursuit et contribue à cette action. Merci. Voilà. Merci Florence.